Voyez Geoffrey, hein, voyez Geoffrey. Vous verrez après l'émission. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais là, Vous n'êtes pas simplement le porte-parole de Geoffrey. Geoffrey, il n'est pas là. Je n'ai pas l'intention d'être ici victime d'un espèce de non, criminel mais terroriste pour m'interdire de Je ne parler. peux pas rentrer. Il y a des tas de détails sur lesquels... Monsieur Fèvre. Il y a des tas de détails. Il y a des tas de détails sur lesquels il faut vraiment On a pu revenir. comprendre. Mais monsieur Aguilar, on n'est pas là pour, Oui, on n'est non. pas là pour critiquer le film. Je crois non, que jugé. J'en dirai pas plus. Laissez-moi m'exprimer. Je crois que chacun a pu dire dans un premier temps ce qu'il pensait du film. Il y a les pour, il y a les contre. J'ai dit tout à l'heure qu'il était contesté. Maintenant, parlez-nous, vous, en tant qu'historien, en tant qu'homme qui a fait des recherches. En tant que général. Alors là, en tant que général, non, si vous voulez. je ne parle pas en tant que général. Depuis 10 ans, je suis plus général, je suis historien. Bon, la thèse de Mahfoud Kadash, qui est une excellente thèse sur le mouvement national algérien jusque dans les années 1950, quelque chose comme ça. Mahfoud Kadash a eu accès aux archives du PPA. Et du parti de Messaliach. Et il raconte que le bureau clandestin du PPA à Alger a donné l'ordre de manifester. Il a donné l'ordre d'abord pour le 1er mai et ensuite pour le 6 mai. Et il a donné l'ordre de fabriquer. Sur ce point, je crois qu'il y a unanimité. Non, mais attendez. Voyez la suite. Il y a 20 ans que j'écris ça. Cet ordre était un ordre de manifestation pacifique. Mais voilà ce que dit Kadash. Des chefs et des comités locaux s'étaient pour leur part préparés à une éventuelle action armée. Nombreux furent parmi ceux-ci qui crurent que leur âge était arrivé. Les masses populaires, surtout rurales, non suffisamment encadrées politiquement, étaient depuis longtemps prêtes au djihad. Mais bien sûr, je l'ai écrit moi-même, c'est dans ma tête sur les salis il y a 25 ans. Qui au départ est pacifique, a tourné à la violence. Voilà ce que je voulais dire. Moi-même, ça y a 25 ans. Monsieur Villard, on ne revient pas là-dessus parce que déjà 30 minutes viennent de passer. Absolument. J'ai besoin de m'exprimer absolument. Monsieur Villard, laissez-moi vous expliquer. On est déjà arrivé à un constat, c'est que vous êtes tous d'accord, quelles que soient vos tendances. Non, mais je ne suis pas d'accord sur ce qu'on vient de dire, là, pas du tout. Vous êtes pas du d'accord tout. que la manifestation a été organisée. Oui. Bon, vous allez me dire qu'elle n'était pas pacifique. 2 minutes. Vous n'allez pas dire 2 qu'elle n'était minutes. pas pacifique. Monsieur Alain Gérard, 2 minutes. On dit que la police de Sétif Oui, ça j'ai compris que vous n'étiez pas d'accord. tire sur des manifestants c'est clair. pacifiques et désarmés. Monsieur, les manifestants, environ 20 000, venus des campagnes, avaient tous à la main des bousses. Et des bousses, ce sont des matraques. Et cachés sous les burnous et les djellabas, des poignards, des boussaadis. Et en parlant de milices constituées par les Sétifiens, c'est un mensonge. Il n'y a jamais eu de milice constituée par les Européens à Sétif. Et on n'a jamais apporté la preuve qu'un seul Européen avait tiré un coup de feu sur un musulman ce jour-là. Et j'ajouterai que... C'est pas ce que disent. J'ajouterai qu'on a diffamé nommément 3 personnes comme étant ce jour-là dans la police de Sétif et ayant tiré sur des manifestants pacifiques. Le premier, monsieur... j'ai un trou de mémoire. Le premier, monsieur Lucien Prudent, était prisonnier en Allemagne. On a la preuve. Le deuxième, monsieur Babi Fontano, était militaire en Europe. Et ces 2 personnes, c'est pas étonnant, ils faisaient partie des 160 000 Français d'Afrique du Nord qui avaient été mobilisés et qui avaient fait l'armée d'Afrique après les combats de Tunisie. Et ils ont libéré l'Italie et la France. Le troisième avait 16 ans. Voilà pour la diffamation. Manipulation des images. On a montré dans le film, on a montré dans le film des militaires français faisant le geste de tuer les Arabes. On n'a pas regardé. Ce sont des images tirées d'un film de M. Vautier, 20 ans dans l'Aurès, tourné en 1967. Hein? On les a présentés comme des actualités du 8 mai 45. On n'a pas regardé les uniformes. Le chapeau de brousse n'existait pas en 45. Les uniformes des militaires n'étaient pas en 45 et les armes, ceux de 1967. Voilà ce que j'ai à dire. D'accord. Le véritable problème, je crois qu'on Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on essaye d'expliquer. Mais on va expliquer. Il y a 3 paramètres. Je voudrais qu'on essaye Je réponds à mon ami Perrin. Il y a 3 paramètres. Premièrement, la souffrance de ce peuple. Vous n'avez qu'à relire Camus, déprivation terrible de 40 à 45. Et ce peuple a démontré sa maturité politique pendant la souffrance. Il n'y a eu aucune insurrection du temps de Pétain, du maréchal Pétain,
la France était vaincue. S'il y avait eu machination, c'est à ce moment-là que le peuple se serait voulu. Or, le peuple algérien n'a pas bougé. Deuxièmement, tu es algérien. Moi, tu as vécu l'Algérie, l'ouverture de l'Algérie au monde extérieur, par le biais de la mobilisation. Ce n'est pas rien ce qui s'est passé. C'est ce que je disais tout à l'heure, les tirailleurs algériens. Je parle sous le contrôle du général et je parle sous le contrôle de M. Villard. Les hauts plateaux étaient le berceau du 7e RTA, du 64e RAA. Il y avait 5 ou 6 régiments et ils étaient composés un peu. Pensons à tous les Algériens qui sont tombés sur les champs de bataille pour que le monde libre renaisse. Or, les Algériens avaient conscience d'avoir été partie prenante dans la libération de l'Europe. Troisièmement, les promesses informulées du général de Gaulle, le discours de Brazzaville, rétrospectif. Il n'y a pas eu complot de façon exhaustive, comme tu l'expliques. Les gens ne savaient même pas ce qui se passait à Jérusalem avec le Ils étaient d'Ampère, Chevreul, Périgoville, c'était un petit monde clos, mais qui avait tous de la famille, qui avaient tous de la famille en Europe. Ces gens s'étaient battus, ces gens expliquaient qu'il existait autre chose que le monde colonial, c'est-à-dire c'est comme si c'était le sud profond. D'un seul coup, il y a eu une implosion brutale du type Louisiane. Cela, il faut le reconnaître. Attendez, et je termine. Vous avez vu Anouz, là. Anouz, vous l'avez vu, celui qui parlait dans le film. S'il n'y avait pas plus français que lui, il était dans les PTT, à cette époque-là, il était contrôleur, il a été décoré de la Légion d'honneur lors de la prise de la bataille du Garigliano. Il est revenu, il n'a pas menti. Il vous a expliqué qu'alors qu'il était cadre dans l'armée française, qu'il venait de faire 6 ans de guerre, il arrive famille anéantie. Voilà, c'est cela qui doit être l'élément de réflexion à ce niveau-là. Je voudrais donner la parole à M. Alex qui a été calme et tranquille. Oui, j'étais calme et tranquille. Je vois que c'est pas payant parce que je suis le plus... Si, vous avez la parole, allez-y. Merci, j'espère que je pourrai parler sans être interrompu. Oui, je crois que cette discussion sur les origines... Donc que les plaies sont toujours aussi vives. Oui, sur les origines précises, particulières, du 8 mai, des manifestations, qui a tiré, etc. Bien sûr, c'est important. Je dirais cependant que ce n'est pas la chose la plus importante et la plus fondamentale 50 ans après, malgré, comme vous venez de le dire, 53 ans après, malgré, comme vous venez de le dire, que des plaies, on vient de s'en apercevoir, restent ouvertes. Que l'on dise aussi que, bon, les fils partent de San Francisco en passant par Londres pour arriver au Moyen-Orient. Bon, ça, je pense qu'il y a des choses qui ont été dites qui semblent être des révélations, qui sont des portes ouvertes. Moi, j'ai écrit ce livre il y a bientôt 20 ans. Stora aussi en a sur la guerre d'Algérie, sur le 8 mai 45, sur ses origines, sur la volonté d'insurrection, etc. C'est pas ça qui est important. Je pense que, tout d'abord, on ne peut pas parler du 8 mai 45 sans parler de la situation coloniale d'oppression. C'est ce qui a été fait déjà à 2 reprises. Hein. Oui, attendez, non. Mais je veux dire que des explosions en Algérie, bon, il y en a eu. La plus importante dont on parle, c'est celle de 1870. Une volonté d'insurrection, on l'a retrouvée tout au long de l'histoire avec des aspects politiques, des aspects militaires, etc. Il y avait donc une situation de révolte larvée, je dirais, pendant toute la période de la colonisation française. Il ne faut pas quand même fermer les yeux là-dessus. Et donc, chercher qui a commencé, qui n'a pas commencé, au moment de ce type, bien sûr ça a son importance, mais ce n'est pas ça l'important. De toute façon, on n'arrivera pas... C'est ça. Alors l'important, c'est de savoir que contrairement à tout ce qui a été dit dans les écoles communales en France pendant des décennies, dont j'ai été un élève,
l'Algérie n'était pas 3 départements français. Cela ne veut pas dire que les gens qui travaillaient en Algérie, qui étaient d'origine européenne, étaient tous des colonialistes assoiffés de sang arabe. C'est pas vrai. Mais il faut dire que le régime qui existait là-bas a été un régime d'oppression qui appelait la révolte. Premier point. Deuxième point, c'est que tout au long des années, malgré les avertissements, même si beaucoup bon, on a parlé de Camus, mais il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu des mouvements, il y a eu des syndicats, il y a eu des partis nationalistes, communistes, etc., qui ont attiré l'attention là-dessus et qui appelaient à essayer de trouver une solution qui reconnaisse aux Algériens le droit d'être eux-mêmes. Ça a été refusé. On est arrivé à 45 et ensuite on a encore refusé, on est arrivé à 54. C'est ça qu'il faut voir. C'est ça. J'ai presque terminé. Je crois que les responsabilités, là, je ne veux pas faire de personnalité, mais c'est en premier lieu le pouvoir politique. Et le pouvoir politique n'était pas à Alger, il était à Paris. Bon, et il se transmettait à Alger, bien sûr. Par conséquent, dans la répression... Vous admettrez que ce pouvoir politique de l'époque, en 1945, était partagé. Alors qu'il y avait un gouvernement d'union nationale où d'ailleurs Charles Tillon... attendez, si vous permettez, je vais dire un mot là-dessus. Bon. On a beaucoup parlé de Charles Tillon. Moi-même, j'en ai parlé dans mon livre et j'ai fait une enquête là-dessus. Charles Tillon était ministre du gouvernement du général de Gaulle. Tout d'abord, il n'y a jamais eu de discussion au gouvernement, ce sont les ministres qui je donne les noms, il n'y a jamais eu de discussion à propos de ce qui s'était passé ou de ce qui va se passer en mai 1945. Les choses ne se sont connues qu'après. En ce qui concerne Tillon, il y a eu une interview qui n'a jamais été démentie du général commandant de l'aviation en Algérie, qui était le général Vess. Ce général a dit c'est une absurdité de parler de Charles Tillon comme du responsable de l'utilisation de l'aviation en Algérie. Pourquoi? Parce que Charles Tillon était responsable, était ministre de l'air. Il n'avait aucune autorité sur l'aviation militaire. Le seul qui avait l'autorité, c'était, dans le cas de l'Algérie, le ministre de l'Intérieur, qui à l'époque s'appelait Tessier, qui était ministre socialiste, et au-dessus de lui, le général de Gaulle. Par conséquent, je n'ai pas de raison particulière de défendre, mais il est faux de dire que Charles Tillon était responsable. D'autre part, quand on dit, c'est dans le film, et là je le critiquerai, on n'était pas au courant en France. En gros, c'est vrai. En gros, c'est vrai. Mais en juillet 1945, il y a eu une grande discussion à propos de l'Algérie. José Aboulker y fait allusion. À cette occasion, il y a un discours dont personne ne parle. C'est celui du porte-parole du groupe communiste, Étienne Fajon, qui d'ailleurs avait passé des années en prison en Algérie, et qui, faisant une espèce de critique de la propre position des communistes qui n'avaient pas compris ce qui se passait exactement le 8 mai 1945, et après, ce n'est que 2 mois après que les choses venant, il dit ceci, qu'on le veuille ou non, il y a un sentiment national qui se développe en Algérie. Si nous n'en tenons pas compte, au lieu de faire des Algériens des amis de la France, on en fera des adversaires. Je ne peux pas accepter cette défense du Parti communiste en 1945. Je vais vous lire ce que disait l'Humanité le 31 mai. Il faut punir les tueurs hitlériens. On comparait les nationalistes à des tueurs nazis. Je parle de juillet 45 et j'ai dit... mai 45. Au mois de mai, c'est 2 mois après. Non mais attendez, c'est quand même le même journal. Bien sûr, mais au début... Le Parti communiste a changé de politique au mois d'août. En juillet 45. Après avoir été informé, il a condamné, il a condamné la direction du Parti communiste. La direction du Parti communiste a repris cette position
en la condamnant. Je comprends que vous défendiez le Parti communiste. Non, non, c'est pas... On ne peut pas dire... Attendez. On aborde mal le problème. La question est la suivante. Est-ce que le Parti communiste était pour une indépendance algérienne? Non. Il admettait le fait colonial. Pour lui, il donnait sa préférence à la lutte des classes. Et je me souviens d'un discours de Khan nous traitant d'aventuriers. Et vous le savez bien, on ne va pas réécrire l'histoire. Je ne veux pas faire le procès des partis communistes, mais il faut se situer dans un cadre strictement objectif en matière d'histoire. Fermons ce chapitre du Parti communiste, etc. Bon, Monsieur Villard, vous avez dit, et ça nous permet d'enchaîner sur la riposte, sur comment dirais-je, le rôle de l'armée. À ce moment-là, vous avez dit l'aviation a joué un rôle très fort. C'est ce qu'un certain nombre d'historiens, c'est ce que j'ai lu, s'accordent à dire. Mais que se passe-t-il? Alors là, vous pouvez nous expliquer, nous les historiens, que se passe-t-il? Que fait l'armée à ce moment-là lorsqu'elle intervient pour remettre de l'ordre? Alors l'armée, à l'époque, était composée en majorité de musulmans. C'était les bases arrières des régiments qui étaient tous de l'autre côté de la mer, c'est-à-dire ici. Il y avait les bases arrières. Donc l'armée était squelettique. Et comme armement, un armement hétéroclite. Pratiquement pas d'armes automatiques. Rien. On a une attestation d'un militaire qui était à l'ERM de Constantine, l'établissement régional du matériel, et il a donné 4 canons de 75 qui étaient réformés, qui n'avaient pas pu partir en Europe. Il les a donnés, ces 4 canons, pour tirer des obus en l'air. Donc, si vous voulez, le général Duval s'est trouvé devant une situation catastrophique. Qui commandait la division. Qui commandait la division de Constantine, sous les ordres du général Henri Martin, qui commandait le 3e corps d'armée à Alger, s'est trouvé dans une situation catastrophique, et il a réagi, et il avait donné les ordres suivants: ne pas tirer, ne tirez que si vous êtes attaqué. Et toute concorde, aucun militaire français, aucun soldat français n'a tiré un seul coup de fusil à ces types, le 8 mai 45. Les seuls qui ont tiré a été la police. Il y avait une 25 ou 30 policiers, c'est tout, et il y avait un quart de garde mobile qui a été appelé en renfort alors que le massacre avait commencé. Ils sont arrivés, ils ont été pris à partie par les manifestants, ils sont descendus et ils ont tiré. L'armée, à Sétif, n'a pas tiré un seul coup de fusil. À Sétif, non, mais ensuite, dans les jours qui ont suivi... Mais nous parlons du 8 mai 45. Nous parlons du 8 mai 45. Nous parlons du 8 mai 45. On peut voir ce qui s'est passé un petit peu plus tard. Jérôme, dis-moi si je n'ai pas rêvé dans mes lectures, par là, on ne sait jamais, peut-être que je fais des hallucinations, moi aussi. Les femmes violées de Périgoville, qui ont eu les seins coupés, qui ont été massacrées, une autre femme de 80 quelques années qui a été volée avant d'être tuée, la petite... les massacres des gardes forestiers. Massacrés, coupés en morceaux, etc. Est-ce que vous croyez que ça ne déchaîne pas des crises de colère terribles et que je ne sais pas, moi, personnellement, ce que j'aurais fait si j'étais arrivé à Périgoville avec une section d'infanterie? Peut-être que je n'aurais pas réfléchi et que j'aurais été victime d'un raptus de violence. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est bien. Attention, je ne dis pas que c'est bien. Il y a eu une violence d'expression guerrière dans ces émeutes de Sétif qui a pu frapper l'imagination. Maintenant, je rejoins sur le plan. Je ne suis pas un militaire, j'ai quand même été un homme d'action, je sais un petit peu de quoi je parle, je ne suis pas historien, vous avez raison, je vais participer un petit peu à l'histoire dans un secteur extrêmement limité. Il n'y avait pas les moyens là-bas de déclencher ces massacres de 45 000, 50 000 morts, c'est ridicule d'en parler, c'est pas la mort qui est ridicule, c'est pas la mort qui est ridicule. Personnellement, même quitte à vous étonner, je considère qu'un mort, c'est énorme. Évidemment. Absolument. Et chaque fois que j'ai vécu ça, je l'ai vécu à contre-cœur. Ma vocation, c'était de soigner des rougeoles, des coqueluches et des hémorroïdes, et pas de tuer les gens. Vous comprenez? C'est ça qui est important. Notamment, je me suis trouvé devant des gens assassinés, et j'ai pris parti. Et j'ai pris parti. Mais non, la haine, je n'en ai pas. Il y a eu des massacres. En passant dans l'Ouest, c'est ça. L'Ouest, avant. Et avant, j'ai toujours été à la pointe du combat. Je ne suis pas un colleur d'affiches, par vocation. Je ne suis pas un colleur d'affiches. Attends, laisse-moi finir là. Moi, je t'en prie. Non, écoutez. Je veux dire que des choses peuvent se comprendre. Maintenant, revenons à l'ampleur de la répression. Il y a eu répression. Moi, je ne la nie pas.
Il y a eu répression. Je suis beaucoup moins précis que Villard parce que lui était assertif. Moi, j'avais 17 ans, je préparais mon bachot. En fait, le 8 mai 45, pour moi, ça restait la fin de la guerre en Europe. Et puis ça, on l'a vécu un petit peu comme un épiphénomène qui est passé très vite. Mais aujourd'hui, je suis encore frappé de son caractère très localisé, malgré les soubresauts et les petites vaguelettes qui sont manifestées ailleurs, même avec un mort, malgré, bien sûr, le terroir, le terreau déjà tout préparé pour le déclenchement de cette révolution. Oui, d'accord. Mais c'était très localisé, il n'y avait pas d'armes lourdes. On parle d'une répression, on évoque le chiffre de 45 000 morts, 50 000 morts, qui est celui qui est retenu, même si dans ce film c'est assez édulcoré, mais c'est celui oui, les gens qui en parlent de 45 000 morts. C'est l'hypertrophie, c'est impossible, c'est une invraisemblance technique. C'est une invraisemblance tout simplement, parce qu'il n'y avait pas d'armes lourdes, il n'y avait pas de compagnie de mortiers lourds, il n'y avait pas d'escadron blindé. Qui avait des armes. Alors, monsieur l'amiral Renard, qui est un homme honnête, a fait une évaluation des victimes de la marine. Non, monsieur Alleg, restons sérieux. Il a tiré 100 postes d'observatoire. Il n'avait pas d'observateur d'artillerie pour diriger son tir. Non, mais ils ont dit que les obus étaient arrivés sur ces types. L'évaluation, écoutez, monsieur, peut-être que les chiffres ne veulent rien dire. Les obus sont arrivés sur ces types. Il ne faudrait pas... De la baie de Tichy, les obus sont arrivés sur ces types. Vous allez couvrir, monsieur Perret. Il ne faudrait pas que les chiffres des uns soient considérés comme bons et les chiffres des autres soient considérés comme faux. L'amiral Ronac a publié le chiffre de morts imputables à la marine. Combien, monsieur? 2 morts. 4. Ah bon, moi j'avais vu 2 morts. Je vous en donne 2. Enfin, je ne rigole pas avec ces 2 morts. Je ne plaisante pas avec ces 2 morts. Les chiffres imputables à l'aviation... On ne va pas compter les morts. Oui, mais on en parle beaucoup. Surtout 53 ans après. On nous a montré des morts couchés. C'est très émouvant. Ça fait quelque chose. C'est horrible, bien sûr. Mais des deux côtés. On n'a pas montré des gens violés, des seins coupés, massacrés. On n'a pas montré les enfants tués. On n'a pas montré la petite Nakache tuée. La première victime de ces types. On n'a pas montré tout ça. On ne les a pas montrés. On ne veut pas nous les montrer. Qu'on montre tout. Qu'on montre tout. Qui a parlé de 8 ou 9 000 morts. Non, Jean-Jacques, monsieur Alex, j'ai d'autres chiffres. 1135 J'ai d'autres chiffres. Je peux citer mes auteurs, mais c'est pas Monsieur Alain Jérôme, s'il vous plaît, il ne faut pas perdre de vue que dans les fidèles à la France ont été égorgés et qu'il faut tenir compte. Il faut en tenir compte. De toute façon. Et ces chiffres ont été donnés par le général Jacquin. Il n'a jamais été contredit. Monsieur Villard, on n'est pas là pour 53 ans après compter les morts. Parce que vous dites Attendez. Comment de garder votre calme. Mais les cadavres, ils se sont envolés. Mais non, mais ils ne sont pas envolés. Ils se sont envolés. 53 ans L'Algérie après... indépendante depuis 53 ans n'a découvert aucun charnier. Aucun charnier. 45 000 morts, ils se sont envolés. Où sont les charniers? L'Algérie indépendante, ils auraient fait mondialement savoir ces charniers. Où sont-ils? Vous parlez de 45 000 morts, monsieur Storin? J'ai jamais écrit ça. Alors dites-le, monsieur Storin. Dites-le qu'il n'y a pas eu 45 000 morts. On l'a dit dans le film, 45 000 morts. Regardez bien, écoutez bien. En gros caractère. Justement, monsieur Benjamin Stora, c'est évoqué. Vous avez raison, ça n'est pas dit en clair. J'ai écouté ce film avec attention. Jamais le chiffre n'a été prononcé. Il a été prononcé. Je regrette. Je regrette, je l'ai entendu. Des nationalistes algériens. Et ça a été repris par les Américains. Ça a été repris par les Américains. On a dit 45 000. Et maintenant, on arrive à 100 000. C'est plus 45 000, c'est 100 000. Non, monsieur Benjamin Stora, j'ai aucune acrimony contre lui. Moi, ça, il peut dire ce qu'il veut. Mais non, mais 45 000. Il me dit que 45 000 morts n'ont pas été évoqués dans ce film. Non, mais peu importe. Écoutez, laissez un instant ce film que vous avez contesté. Je voudrais revenir, si vous permettez, sur le témoignage du monsieur de Kerata. Monsieur Storin. Témoignage poignant. Je voudrais revenir dessus. Il s'en fout. Bon, je voudrais revenir dessus. Sur le témoignage du monsieur de Kerata, qui était sous-officier dans l'armée française, qui a combattu vaillamment, etc., et qui a fait un témoignage poignant. C'est vrai, il revient, sa famille n'est plus là. Mais seulement, c'est là où le témoignage est tronqué. Il oublie de dire que quand la première automitrailleuse, l'Artrac, est arrivée pour délivrer Kerata, qui était à feu et à sang, etc., et tout ça, les militaires ont été obligés de débarrasser 8 barrages de troncs d'arbres, de blocs, etc. À chaque fois, ils étaient fusillés, hein, comme on va à la chasse au merle, comme a dit le gars. Hein, et quand ils sont arrivés à Kerata, ils ont été fusillés aussi, les militaires. Eh bien, le chef des émeutiers, qui était... C'était le père de ce monsieur-là et son frère aussi. C'était les chefs des émeutiers. C'est eux qui ont commandé les assassinats des Européens de Kerata. Alors, son témoignage est émouvant, c'est vrai, mais il faut dire toute la vérité.
pas une seule partie de la vérité. On ne peut pas expliquer avec une terminologie de gens qui est tranquille. En un mot quand même, moi il n'y a que des paroles de haine qui sont prononcées autour de ce plateau. Parce que le film, c'est pas un film de haine. Que des paroles de guerre, de haine. Bon, écoutez, personne n'a jamais dit qu'il y avait eu 45 000 morts. Moi je vous mets au défi de citer un seul de mes écrits. Aucun, je remarque le coup des 800 musulmans fidèles auto-hébergés par les Algériens eux-mêmes. Ça me rappelle les arguments de Maurice Papon à propos du 17 octobre où il y aurait eu entre eux les Algériens qui se seraient tués. C'est magnifique comme argument, celle-là je la connais aussi par cœur. Bref, on se demande, dans le fond, à écouter tous ces discours depuis tout à l'heure, pourquoi les Algériens, brusquement, se sont dans la même région, 10 ans plus tard, en 1955, le 20 août 1955, et nous terminerons là-dessus, pourquoi dans la même région, il y a eu ce soulèvement. Un soulèvement le 28 1955. C'est le Constantinois, c'est le Constantinois. Jean-Claude Pérez. Bon, vous allez parler tous 1 heure chacun, d'accord? Je peux parler 2 minutes? Ok, bien. Pourquoi, à ce moment-là, les Algériens ont créé des organisations nationalistes qui ont réclamé l'indépendance de l'Algérie? Pourquoi est-ce que le PPA a remporté les élections d'octobre 1947? Il a raflé au second collège tous les sièges. Ça, c'est une certitude absolue. Après, les élections ont été truquées. Pourquoi il y a eu ce soulèvement de 1954, le soulèvement de 55? Qu'est-ce qui s'est passé? À vous entendre, on a l'impression que l'Algérie est un pays magnifique, une sorte d'Eldorado du Sud, une sorte d'Atlantide engloutie, où les communautés vivaient dans l'harmonie, chacune vraiment dans une convivialité extraordinaire. Et puis tout d'un coup sont arrivés des fanatiques venant du Caire, de Londres, les Juifs, San Francisco, Israël, etc. Et ils ont mis le feu aux poudres, et ça a été extraordinaire, et la France a été obligée de partir. Eh bien non, les choses malheureusement ne se sont pas passées comme ça. Les choses ne se sont pas malheureusement passées comme ça. Il y avait une extraordinaire misère en Algérie. Il y avait un problème d'absence de citoyenneté juridique. Il y avait une exaspération des masses algériennes qui était incontestable. Il y avait, comme le disait le professeur Aboulker, une inégalité qui faisait que prononcer le simple terme de l'intégration, c'est-à-dire le fait que les Algériens accèdent à la citoyenneté française, soulevait, disons, des oppositions extraordinaires. Souvenons-nous de l'opposition au projet Blum-Violette en 1936, où à peine 20 000 Algériens, selon le projet Blum-Violette, devaient avoir la nationalité française. Tous les Européens d'Algérie se sont soulevés en disant mais non, c'est absolument, on ne veut pas de cela. Donc contre l'intégration. Mais non, moi ce que je peux dire, c'est que la communauté juive de ces types a beaucoup payé. Qui n'ont pas un vocabulaire avec un sens dévié. Non, ce n'était pas l'intégration. Vous assimilez, non, il vous assimilez la tête de Blum-Violette. Oui, mais Blum-Violette, vous êtes à 47 de 1947. Toutes les réformes qui ont été promises, à chaque fois, on a entendu les mêmes cris qu'il y a 53 ans. C'était les mêmes cris qu'on entendait là, autour de cette table. On entendait les mêmes cris. Vous m'entendez? Voilà, merci beaucoup. Alors, l'émission, non, pas de mots, parce que l'émission arrive à son terme, et nous voilà repartis. Bon, je voulais simplement vous remercier d'être là, parce que il y a eu des mains tendues entre Maître Oussédic et le docteur Pérez, ça c'est intéressant, mais je voulais surtout prendre à témoin ceux qui nous ont écoutés de la difficulté, 53 ans après plus d'un demi-siècle, de parler sereinement, et on peut le comprendre, d'ailleurs c'est pas une critique, d'événements qui sont passés là, maintenant très longtemps. Je voudrais rappeler vos livres, aux uns et aux autres, parce que ces discussions méritent d'être suivies, pour tous ceux qui voudraient s'y pencher. Voilà un livre qui est Boualem Kaffa d'Henri Alleg et d'Abdelhamid Benzine, qui s'appelle La grande aventure d'Alger républicain. C'est le journal qu'a dirigé M. Alleg. Maurice Villard, alors là, ceux qui veulent vous suivre retrouveront tous les témoignages que vous avez recueillis, qui ne sont pas dans le film, ou tout au moins pour la plupart. La vérité sur l'insurrection du 8 mai dans le Constantinois. Benjamin Stora, un de ses ouvrages nombreux, Histoire de l'Algérie coloniale de 1830 à 1954. Maurice Fèvre, Un village de Harki. Maurice Fèvre encore, Les combattants musulmans de la guerre d'Algérie. Un livre de Francine de Seigne, La paix pour 10 ans. C'est Yves Guelma, 1945, c'est ce qu'avait déclaré le général Duval après la répression. Un livre de Aïna Tabet, 8 mai 45 en Algérie. Et enfin, le livre dont M. Alleg parlait tout à l'heure, qui est une véritable somme, La guerre d'Algérie. Voilà, en tout cas, merci d'être venu ici avec nous et à bientôt.